Bonjour à tous. Pour ceux qui ont déjà assisté à nos rendez-vous précédents, vous nous connaissez. Pour les nouveaux, je me présente, Cyril Sarton, Collecteam. Je suis accompagné d'Angeline, bonjour. Alors pour rappel, Collecteam est une société doublement spécialisée sur la matière, la protection sociale complémentaire, donc la prévoyance et obligatoire. Et nous sommes spécialisés sur votre secteur, le secteur des collectivités territoriales. Notre objectif, accompagner les collectivités dans les couvertures de protection sociale complémentaire pour leurs agents. Notre accompagnement est simple, c'est vous conseiller, c'est piloter votre régime de protection sociale complémentaire, la prévoyance et la complémentaire santé, un seul interlocuteur, Collecteam. Les présentations étant faites, nous allons effectivement entamer notre rendez-vous et le sujet du jour portera sur vos questions. En effet, d'habitude, nous avons des thèmes précis et là, nous avons décidé de ne pas avoir de thème et de répondre à vos questions puisque vous êtes nombreux à nous poser des questions à l'issue de nos rendez-vous. Et donc, il nous semblait important, là, de vous répondre très précisément. Dans un premier temps, nous avons sélectionné 4 témoignages, 4 questions, et nous y répondrons. Mais bien entendu, en amont, avec Angeline, nous souhaitions vous rappeler quelques éléments qui sont liés à la PSC, à la protection sociale complémentaire et à l'environnement, tout simplement. Alors Angeline, quelques rappels. À date, les textes sont lesquels et c'est quoi effectivement le calendrier de mise en place pour la protection sociale complémentaire? Alors aujourd'hui, le texte applicable reste le décret d'avril 2022. Ce décret prévoit une obligation de financement des régimes de protection sociale complémentaire, prévoyance et frais de santé des agents à compter du 1er janvier 2025 pour la prévoyance et à compter du 1er janvier 2026 pour les frais de santé. C'est très clair. Et très concrètement, c'est quoi les garanties applicables en prévoyance et en santé? Alors, les garanties applicables aujourd'hui sont elles aussi celles issues du décret du 20 avril 2022. Donc, en prévoyance, vous avez une garantie incapacité temporaire de travail garantissant 90% du traitement net et 40% du régime indemnitaire. Une garantie invalidité, quel que soit le taux retenu par la CNRACL, garantissant 90% de la rémunération nette. Donc ça, c'est pour la prévoyance. Pour les frais de santé, vous avez un panier de soins, celui du privé, qui est en vigueur depuis 2016 dans le privé. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, à date, est-ce qu'on a des évolutions à envisager, notamment par rapport au texte? Alors oui, il y a des évolutions. Donc après le décret de 2022, il ne vous a pas échappé la conclusion d'un accord national le 11 juillet 2023. Cet accord à valeur conventionnelle devait être transposé dans un délai de 6 mois. Le calendrier n'a pas été tenu. Pour autant, en début d'année 2025, février 2025, une proposition de loi visant à transposer les dispositions de cet accord a été déposée au Sénat. Donc là, nous attendons la discussion sur le texte, les éventuels amendements et la validation finale de ce texte. Donc, si j'ai bien compris, Angeline, on a effectivement les aspects réglementaires avec une obligation pour les collectivités de mettre minimum. Donc, au 1er janvier 2025 pour la prévoyance avec des garanties incapacité invalidité à un niveau d'indemnisation. Sur la santé, on est sur le panier de soins et l'objectif, c'est 1er janvier 2026. Tout à fait. En santé, donc l'obligation, c'est le panier de soins. Donc, cette obligation correspond à ce qu'on connaissait sur le privé, c'est ça? Alors oui, c'est les garanties minimales qui peuvent être mises en place par un employeur privé. L'obligation pour la collectivité étant de financer ce régime à hauteur de 50%, actuellement un montant de 15 € net. Très bien. Alors attention, nous, l'expérience que nous avons
dans le cadre du panier de soins secteur privé en 2016, c'est que ça correspondait à une obligation. Donc, les entreprises ont mis en place ce régime à minima, mais la couverture, c'est effectivement un minimum et le rapport qualité-prix est relativement onéreux par rapport à la garantie du panier de soins. D'ailleurs, le panier de soins de fonction publique d'État, et on attire votre attention sur ce sujet, est bien supérieur au panier de soins du privé. Ces quelques rappels étant faits, nous allons passer à la première question, tout simplement. Je suis DGS dans une commune rurale. Quels sont les leviers juridiques à notre disposition pour mettre en place ce type de contrat collectif? Par ailleurs, je me demandais si cette réforme pouvait rendre la fonction publique plus attractive, notamment du côté des jeunes générations. Qu'en pensez-vous? Question très intéressante. Alors, la conclusion d'une convention de participation d'un contrat collectif va nécessiter la conclusion justement d'une convention de participation. Elle sera conclue à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Donc, actuellement, le texte applicable reste le décret de 2011, celui qui est en vigueur, que les collectivités peuvent utiliser depuis le 1er janvier 2013. Mais nous savons que dans le cadre des évolutions, il est envisagé d'appliquer les règles de la commande publique générale. Mais voilà, aujourd'hui, c'est toujours les règles du décret de 2011. Donc cette convention, elle peut être conclue à l'échelle de la collectivité, mais là, vous nous dites que vous êtes d'une petite collectivité rurale. Donc là, c'est plutôt le centre de gestion. On a vu depuis les ordonnances de 2021 une professionnalisation des centres de gestion sur la thématique de la protection sociale complémentaire, et les centres de gestion coordonnent ces consultations au titre de la prévoyance et des frais de santé pour cette année. Donc ça, c'est le premier levier, c'est la conclusion d'une convention de participation. Il y a un deuxième levier qui est celui de la conclusion d'un accord collectif local permettant de rendre le dispositif obligatoire pour vos agents. Donc cet accord peut être conclu au niveau de la collectivité si elle dispose de son CST propre, ou pareil au niveau du département pour les petites collectivités rattachées au CST du centre de gestion. Donc c'est dans le cadre actuel. On peut penser que s'il y a une transposition législative des dispositions de l'accord national, que cette formalisation via un accord ne soit plus nécessaire pour la collectivité qui mettrait en place le dispositif législatif, c'est-à-dire garantie, financement prévu par les textes, et n'applique strictement que le texte. Donc là, on pourrait envisager que cette conclusion d'un accord collectif, cette issue de négociation locale, ne soit plus indispensable. Pour autant, la collectivité peut améliorer le régime proposé à ses agents, et dans le cadre de cette amélioration, elle pourra améliorer les garanties, le financement, et devra toujours négocier localement pour une mise en obligation pour les agents. Voilà. Très bien. Nous attirons aussi votre attention sur le fait que chaque collectivité peut négocier au mieux de ses intérêts, des intérêts pour ses agents, des garanties collectives meilleures. Notamment sur la santé, encore une fois, on revient un peu sur la santé parce que quelque part, la prévoyance, elle prévoit des garanties minimum. La santé, c'est vraiment le panier de soins, et les agents dans la fonction publique territoriale sont quand même assurés de meilleure façon que le panier de soins. Donc, vous aurez forcément, vous, un dilemme, à savoir, je choisis le panier de soins à minima. Alors, tout dépendra, bien entendu, des budgets aussi, c'est évident, mais toujours est-il qu'il faudra vous poser ces bonnes questions sur le niveau des garanties, et effectivement, l'adaptation des garanties plus élevées que le minimum passera par ce que vient de vous dire Angeline. Sur la question de l'attractivité, c'est effectivement une bonne question, et ça va être un enjeu majeur de demain à notre sens, et la protection sociale complémentaire jouera un rôle indéniablement. Si on prend l'exemple du privé où les régimes de protection sociale complémentaire ont été mis en place depuis des années, on voit effectivement que auparavant, lors des recrutements, nous n'avions jamais de questions sur la prévoyance et la santé. À date,
aujourd'hui, nous avons toujours des questions sur la prévoyance et toujours des questions sur la santé, tant sur le niveau des garanties que sur le niveau du financement. Et donc, on voit bien que les uns et les autres sont concernés par la protection sociale complémentaire. Et ça, c'est un élément important. Ça pourrait être aussi un élément de fidélisation de vos agents, hein. C'est-à-dire que là, on s'intéresse à ceux que vous allez recruter, les nouveaux, mais bien entendu, ceux qui sont déjà dans vos collectivités, eh bien, ça peut être aussi un outil de fidélisation avec des garanties qui sont meilleures, qui sont adaptées, qui sont les garanties de votre collectivité et le financement de votre collectivité. En tout cas, vous l'avez compris, l'attractivité, ça sera un sujet et c'est un sujet pour chaque collectivité. Et en termes de protection sociale complémentaire, tout le monde a un intérêt à avoir un régime de prévoyance et un régime de santé. On passe à la deuxième question. Bonjour, je m'appelle Bertrand et je travaille en mairie depuis 8 ans. Très concrètement, est-ce que cette réforme va changer quelque chose pour ma prévoyance et ma couverture santé ? Alors oui, tout change, ça c'est évident. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire sur le plan assurantiel, c'est que quelque part, vous aviez soit décidé de ne pas vous assurer du tout, soit vous aviez décidé de vous assurer à titre individuel, donc partiellement. Notamment sur la prévoyance, hein. On sait que statistiquement, on était sur un agent sur deux assuré en termes de prévoyance. Et on sait que l'enjeu de la prévoyance est un enjeu majeur, puisque le moindre pépin, c'est effectivement un impact réel sur les finances à titre personnel. Le fait effectivement de passer sur un régime collectif change tout et vous aurez des avantages à être sur un régime collectif décidé par votre employeur, certes, mais vous avez un intérêt à être sur un régime collectif. Les avantages sont multiples et sont les suivants. Tout d'abord, le contrat collectif permet d'avoir des meilleures garanties qu'à titre individuel. Et ça, c'est un élément qui est très important. C'est-à-dire que les garanties qui sont choisies sont forcément meilleures. D'ailleurs, le socle de base avec de l'incapacité et de l'invalidité sont différents des contrats individuels que vous connaissez tous, qui étaient souvent que du maintien de salaire avec des options, mais ça reste des options. Là, effectivement, les garanties du régime collectif seront indissociables et seront meilleures. Ensuite, forcément, le rapport qualité-prix, hein, le prix sera forcément attractif puisque dans le cadre des contrats collectifs, c'est toujours meilleur rapport qualité-prix que à titre individuel. Autre point, le financement du régime. Le financement du régime est cofinancé, hein, puisque vous avez une partie qui sera prise en charge par votre employeur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, vous avez une partie, vous, à votre charge, mais qui sera toujours moindre que ce que vous aviez auparavant. Le dernier avantage, et non des moindres à mon sens, c'est tout simplement les souplesses d'adhésion. Et ça, c'est un élément qui est très important, qu'on oublie souvent dans le cadre des régimes collectifs, dans le cadre de vos critères de sélection. Mais pour moi, c'est un élément qui est essentiel. Pourquoi ? Tout simplement puisque dans le cadre du contrat collectif, nous n'avons pas de carence, hein, il n'y a pas de délai de carence et il n'y a pas de délai de stage. Premier élément. Autre élément, il n'y a pas de questionnaire médical. À titre indicatif, si je veux m'assurer à titre individuel, je vais voir un assureur lambda. La première chose qu'il va effectivement me demander, c'est un questionnaire médical et de remplir un questionnaire médical. Bien entendu, vous l'avez compris, mes indemnisations seront conditionnées à mon questionnaire médical et à ce que j'ai rempli dans le questionnaire médical. Dans le cadre du contrat collectif, il n'y a pas de questionnaire médical, ni à l'adhésion, ni à l'indemnisation. Ça, c'est un élément qui est majeur, c'est un élément qui est important et vous devez forcément l'avoir en tête. Le régime collectif protège mieux que le régime individuel. Tout à fait. Effectivement, dans votre situation, Bertrand, ça va tout changer. Vous allez avoir le choix de choisir alors que vous ne choisissez pas. Vous allez pouvoir bénéficier d'une participation de votre employeur et de tous les avantages du contrat collectif. Pas de sélection médicale, pas de tarif en fonction de l'âge. Votre employeur va être au cœur du dispositif et va être un interlocuteur entre vous et l'assureur. Vous allez avoir des garanties issues de la négociation collective, donc des garanties optimisées, une tarification encadrée, et vous allez bénéficier d'une meilleure protection dans des situations difficiles parce que vous bénéficierez
des dispositifs prévus par les dispositions de la loi E20. Donc vraiment, ça va tout changer. Une autre question ? En tant que manager, je m'interroge sur la meilleure façon d'accompagner mes agents dans ce changement. Quels conseils pourriez-vous me donner pour les informer et pour les rassurer ? Alors, c'est très, très intéressant. Vous avez raison. Il faut rassurer vos agents, mais pour rassurer vos agents, il faut vous rassurer vous en tant que manager. Et soyez rassurés, la protection sociale complémentaire est un atout majeur pour les agents. C'est une avancée sociale indéniable. C'est une matière complexe. Il faut informer vos agents. Pour cela, vous pourrez vous appuyer sur votre partenaire qui pourra vous fournir des supports d'information et qui sera là pour vous accompagner dans la diffusion de l'information auprès de vos agents. Oui, effectivement, la communication me paraît essentielle dans la mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire, que ce soit aussi bien sur la prévoyance que sur la santé. Peut-être d'ailleurs plus sur la prévoyance, où quelque part vos agents ont un peu une méconnaissance du système. Et donc, bien entendu, il faudra co-construire votre régime. Et le co-construire, c'est vous, vos partenaires sociaux, et effectivement la bonne communication qui devra être faite à l'issue de la consultation quelque part. Donc la co-construction, c'est effectivement du dialogue social, c'est vos partenaires sociaux, c'est de les emmener avec vous pour avoir votre régime de protection sociale complémentaire. Bien entendu, si vous avez des petites collectivités ou une petite collectivité, vous avez aussi le centre de gestion qui vous accompagne dans la matière. Concernant la communication, aujourd'hui, les outils de communication sont multiples. On a des supports, on a des réunions d'information, on a des webinaires, on a des vidéos. Mais quelque part, l'intérêt, l'important, c'est que votre partenaire soit force de proposition et que vous puissiez aussi co-construire avec lui la communication que vous auriez aimé pour vos agents ou que vous auriez aimé pour vous. Donc, l'objectif, c'est que quelque part, votre partenaire soit force de proposition et qu'il puisse vulgariser le régime, qu'il puisse vulgariser la matière, puisque la matière, elle est complexe. Et ça, vous le savez. Donc, la rendre accessible sera le seul objectif des uns et des autres. Et on sait effectivement, par expérience, que une bonne communication, c'est l'adaptation de ces outils de communication à votre collectivité. Alors, j'ai une légère tendance à penser que dans le cadre effectivement de votre consultation, bien vous avez aujourd'hui la possibilité de faire des auditions et quelque part, vous aurez aussi la possibilité d'être convaincu ou pas par votre partenaire. Et donc là, bien entendu, vous pourrez le tester sur l'ensemble des outils de communication et sur la pédagogie qu'il entend réaliser pour mettre en place le régime de protection sociale complémentaire. Donc, quelque part, aujourd'hui, vous aurez moyen de tester, et puis quelque part, vous avez aussi des collectivités qui ont déjà mis en place des régimes de protection sociale complémentaire, et vous aurez tout loisir aussi de les interroger sur la mise en place qu'ils ont souhaité, qu'ils ont mis, et l'aide de partenaires. En tout cas, il sera important que vous puissiez effectivement être rassurer les uns et les autres. Et tout cela, effectivement, passe par une bonne communication et quelque part une confiance dans votre partenaire. Très bien. Question suivante. Bonjour, je m'appelle Clément, je viens de terminer mes études et je m'intéresse aux carrières publiques. J'aurais aimé savoir si cette réforme était la même partout ou bien si les garanties changeaient en fonction des collectivités. Merci. Alors oui Clément, la réforme est... Oui et non. Alors oui et non. Oui, la réforme est la même sur tout le territoire, dans toutes les collectivités. Il y aura un socle minimal et un financement minimal. Donc ça, c'est pour tout le monde pareil. Effectivement, la collectivité et certaines collectivités peuvent, comme on se l'est dit précédemment, améliorer la protection de leurs agents via des garanties optimisé ou un financement plus favorable. Donc oui, c'est pareil pour tout le monde, mais non, les collectivités peuvent adapter et effectivement, la collectivité pourra se servir du sujet de la PSC comme un levier d'attractivité, comme on se l'est dit tout à l'heure.
Alors oui, et vous l'avez compris, hein, chaque collectivité sera maître de sa décision. Juste un petit rappel, mais si vous avez assisté à nos rendez-vous, on vous l'a déjà évoqué, mais nous estimons que sur les garanties de prévoyance, il convient d'ajouter aux garanties incapacité et invalidité une garantie à minimum décès et une petite garantie décès. Pourquoi? Parce qu'il convient de normer votre contrat d'assurance, car les assureurs, ils aiment bien effectivement avoir des contrats décès, incapacité et invalidité, les 3 risques indissociés. Alors, ça permet une meilleure mutualisation à travers ces 3 risques, hein. Donc, il y a un intérêt aussi, et l'objectif, c'est que vous ayez le plus de propositions assurantielles possible. Donc, ça, c'est un élément qui est important. Quelque part, couvrir vos agents sur un aléa tel que le décès, ça a du sens. Donc, encore une fois, sur les garanties de prévoyance, le minimum du réglementaire ou de l'accord national avec une petite garantie décès, c'est effectivement la meilleure construction possible à notre sens. Sur les garanties frais de santé, nous estimons qu'aujourd'hui, on a un vrai challenge et vous avez un vrai challenge sur ces garanties car le panier de soins ne correspondra pas aux besoins de vos agents. Il correspondra à une obligation que vous avez, mais il ne correspondra pas à une obligation, à une couverture pour vos agents. Donc, il est vraiment intéressant que vous puissiez vous plonger effectivement dans ces garanties de prévoyance et ces garanties de santé pour imaginer la couverture de demain pour votre régime. Encore une fois, on a un socle. Le socle, il est là. C'est bien, hein, puisque ça a évolué dernièrement, et donc ce n'est que positif. Mais encore une fois, il faut vous poser les bonnes questions par rapport à votre régime, par rapport à votre financement et par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place dans votre collectivité. Nous avions effectivement ces 4 questions. Alors du coup, nous allons poser, j'imagine que vous nous avez posé aussi d'autres questions, et donc dans quelques instants, nous nous retrouvons pour ces questions et pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, on a plusieurs questions. On va en traiter quelques-unes dans le temps qui nous est imparti. Alors, j'ai une question. Les agents auront-ils l'obligation de choisir la mutuelle mise en place par la collectivité? Alors là, cela dépendra de la réforme, de l'issue de la réforme et de si vous avez conclu ou pas un accord collectif. À aujourd'hui, l'adhésion des agents reste facultative. Donc, la collectivité a l'obligation de proposer un dispositif de frais de santé et de le financer. Pour autant, l'agent n'a pas l'obligation d'adhérer. Ça, c'est dans la texte applicable aujourd'hui. Mais on sait que les choses évoluent et que peut-être cette réponse sera obsolète dans quelques mois. Et si je me permets, Angeline, pour répondre très précisément à cette question, dans le cadre d'un contrat obligatoire, prenons par exemple le privé où on a des contrats qui sont obligatoires. La question effectivement de l'adhésion, est-ce qu'il serait obligé? La réponse serait oui, mais dans le cadre effectivement des régimes frais de santé, vous avez des dispenses d'adhésion qui sont prévues par le législateur et qui permettent, sous réserve de justificatif, à certains salariés de se dispenser du régime collectif et obligatoire de leur employeur. Effectivement, nous avions aussi cette question sur les cas de dispense. Donc tout à fait, il pourra y avoir des cas de dispense. Ces cas de dispense seront précisés par les textes à venir. Mais voilà, on peut imaginer un dispositif similaire à celui du privé, et donc pour éviter les doubles couvertures. Finalement. Voilà. Ça, c'est sur les frais de santé uniquement, hein. La prévoyance, aujourd'hui, on n'assure pas les conjoints ou autres, mais sur la prévoyance, tout le monde adhère. Et si effectivement vous concluez un contrat obligatoire, c'est tout le monde adhérera au régime. Alors, on a une autre question d'un agent qui souscrirait au contrat et qui partirait à la retraite dans la même année. Est-ce qu'il pourrait arrêter son adhésion avant son départ en retraite? La réponse est non. Son adhésion s'arrêtera au moment de son départ à la retraite.
dans le cadre d'un dispositif facultatif, il pourrait résilier, mais la plupart du temps, c'est des résiliations annuelles. Donc, s'il part à la retraite au mois de juin, non, il ne pourra pas résilier avant son départ à la retraite. Ensuite, nous avons des questions. Un agent qui souhaite résilier son adhésion à la prévoyance peut-il le faire à n'importe quel moment de l'année? Doit-il passer par la commune? C'est ce qu'on vient de se dire. Donc, la résiliation est annuelle avec le respect d'un préavis. La plupart du temps, c'est 2 mois. Donc, il faut formaliser sa demande avant le 31 octobre pour une prise d'effet au 1er janvier. Et bien sûr, il faut informer sa collectivité parce que la collectivité procède au précompte en paye de la cotisation. Et si vous ne les informez pas, ils ne pourront pas savoir qu'il faut qu'ils cessent de prélever cette cotisation et qu'ils cessent de cofinancer cette adhésion. Mais ça, bien sûr, on est dans le cadre d'une adhésion facultative. Dans le cadre d'une adhésion obligatoire, la question ne se pose pas. Uniquement facultative. Ensuite, il y avait des questions, mais très propres à la gestion des dossiers. Donc, on les traitera, je pense. On reprendra contact directement avec vous pour vous apporter les réponses. C'est plutôt des questions de gestion, de constitution de dossiers de sinistre, de délai, tout ça. Donc, plutôt, on vous répondra de manière personnelle. Une dernière question, peut-être? J'en vois pas. Doit-on remplir systématiquement un formulaire de radiation ou un mail suffit? Ça, c'est une question de gestion. Un mail pourrait être suffisant, mais un formulaire ad hoc. Donc, si vous l'avez sous la main, utilisez-le. Parfait, merci Angeline. Encore une fois, vous avez été nombreux à ce rendez-vous et on tenait, moi et Angeline, à vous remercier vivement. Dernier point avant de vous quitter, n'hésitez pas à nous adresser vos questions soit en vidéo, soit en note vocale directement à l'adresse qui s'affiche collectif@collectim.fr. Nous espérons avoir répondu à bon nombre d'interrogations. On vous remercie vivement. On vous dit à très bientôt pour notre prochain rendez-vous. Au revoir. Au revoir.